Alors, comme je disais, notre première conférencière, Stéphanie Leclerc, diplômée en exploration théâtrale et en cirque social. Vous la connaissez peut-être pour son travail actuel chez Trocarium, qui est une entreprise, un organisme qui fait de la pédagogie alimentaire. Personnellement, c'est aussi mon ancienne fermière de famille quand elle était maraîchère biologique avec sa ferme La Joie le Vert. Puis, anecdote, elle a passé sa ferme après ça à d'autres personnes, incluant Laurie Bush, qui est une ancienne candidate de Sherbrooke citoyen dans le district du Golfe. Alors, quand même, il y a des liens. Vous savez, Sherbrooke, on est un peu comme un gros village. On finit tous par se connaître d'une façon ou d'une autre. Alors, elle va pouvoir nous parler d'agriculture et essayer d'ancrer ça dans notre territoire à nous, Sherbrooke-Lestrie. Puis, je vais lui laisser la parole immédiatement. Alors, Stéphanie, à ton tour d'allumer ta caméra et ton micro. On a hâte de t'entendre. Bien, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, t'es la seule qui peut me répondre, c'est ça? Super! Ben, je suis bien heureuse de débuter la soirée avec vous. Bien heureuse, en fait, d'avoir replongé un peu dans une ancienne passion. Ben, en fait, qui est toujours une passion, mais un métier du passé. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir, en fait, à me préparer pour ce soir. Aussi, je vous avoue, honnêtement, beaucoup de difficultés parce que, mon Dieu, l'agriculture, c'est une thématique si grande et si large, malheureusement si peu connue. Et voilà. Alors, je vous avoue que j'ai fait des choix difficiles, mais voilà, je vous partage un peu de mon vécu et de mes recherches. Alors, tout d'abord, vous l'avez peut-être vu dans ma petite biographie, moi, les 3 valeurs principales qui m'ont amené à faire de l'agriculture, c'est premièrement de contribuer à la vie, deuxièmement, d'habiter mon territoire et troisièmement, de bâtir un avenir sain. Je vous partage ces 3 valeurs-là parce que pour moi, c'est important quand vous allez voir, je vais vous parler de transformation évidemment ce soir, quand on parle de transformation au niveau d'une société, au niveau d'un axe de la société, je trouve ça important d'avoir des valeurs qui sous-tendent ça. Parce qu'après, les moyens qu'on prend pour y arriver peuvent être multiples, mais l'assise qui va porter cette transformation-là, évidemment, ce sont des valeurs et ce sont des gens. Alors, tout d'abord, j'aimerais aussi en profiter pour mentionner que pendant la crise qu'on a vécue ou qu'on vit encore actuellement au niveau du COVID-19, je trouve ça intéressant parce qu'au milieu, au cœur d'une crise, on l'a vu, on a parlé souvent d'essentiel, de travailleurs essentiels, on a parlé des préposés aux bénéficiaires. C'est là qu'on s'est mis à réaliser la qualité de vie de ces travailleurs-là, le salaire qu'ils gagnaient, leur qualité, leurs conditions de travail. On a également parlé des agriculteurs. On les a nommés comme étant un service essentiel. On réalise au travers d'une crise c'est quoi qui est essentiel dans nos vies. Et évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant que l'alimentation est essentielle à notre vie et que les agriculteurs sont en effet les gardiens de cette alimentation-là. C'est eux qui sont au front. C'est les gardiens de cette alimentation-là. C'est aussi les gardiens de cet environnement-là dans lequel on peut parvenir à faire pousser des légumes. Là, vous allez me dire, ils ont dos large, les agriculteurs, si je leur fais porter tout ce poids-là. Évidemment, ils ne sont pas les seuls à porter ce poids-là. C'est pourquoi que ce soir, je vais également vous parler de 3 axes, si vous voulez. Là, moi, je m'intéresse beaucoup aux humains à travers l'agriculture. Alors, autant au niveau de la nouvelle, je dirais, la nouvelle génération de fermiers qui amène un tout nouveau visage à l'agriculture. Évidemment, je vais vous parler d'agriculture de proximité. Je vais vous parler aussi, donc, des consommateurs, vous, moi, ceux qui faisons peut-être un petit potager à la maison, notre façon de consommer, d'avoir accès aux aliments. Et en dernier lieu, évidemment, les élus, les politiciens qui ont également leur rôle à jouer au travers de l'agriculture. Alors, quand je vous parle du côté essentiel, c'est ça, au travers de l'agriculture, on a réalisé aussi qu'on était un peu vulnérable, en fait, que ce grand système, ce système agroalimentaire-là qui nous permet de se nourrir au Québec, il y a énormément
comment que je dirais ça, il y a énormément de ressources qui viennent de l'extérieur, autant au niveau, évidemment, des importations des aliments que des travailleurs étrangers qui viennent travailler dans nos champs. On l'a vu, ça créait des inquiétudes, autant au niveau des revenus. On pourrait même élargir le fait que notre système agroalimentaire est fragile en parlant des changements climatiques, s'il y a de plus en plus de sécheresse en Californie, est-ce que le prix des aliments va augmenter, comment on va faire pour assurer ça. Alors, tout ça, c'est des enjeux qui dépassent largement les agriculteurs et agricultrices et également les consommateurs, d'où l'idée d'amener ça d'un point de vue aussi politique. Par contre, vous le savez sûrement comme moi, l'agrobusiness, l'agroalimentation, ce gros système est immense et complexe et je ne peux me permettre en 20 minutes de vous parler de tout ça. Je vais donc vraiment focusser sur l'agriculture de proximité. Parce que, premièrement, c'est celle que je connais le mieux, étant donné que c'est elle que j'ai pratiquée. Et je crois sincèrement que c'est la solution pour l'avenir du Québec, principalement de Sherbrooke, qui est le sujet aujourd'hui. Alors, quand on parle de système alimentaire, je vous amène tout de suite sur un sujet. Vous avez peut-être vu une vidéo qui a été postée par Sherbrooke Citoyen sur les systèmes alimentaires, excusez, je cherche mes mots, système alimentaire durable. C'est intéressant, c'est une idée qui est apparue, le système alimentaire durable, qui amène le volet qu'on regarde l'agriculture du point de vue de la production, la distribution, la consommation et la gestion des déchets. C'est intéressant de voir ça de façon systémique. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est essentiel parce que quand on regarde ça d'un point de vue systémique, évidemment, on arrive à trouver une solution beaucoup plus résiliente. Et on l'a vu aussi, donc, avec la crise actuelle, les gens étaient insécures. On se demandait, est-ce qu'on allait avoir une pénurie de nourriture? Est-ce que les étalages allaient se vider? Qui a amené, premièrement, une énorme montée au niveau des fermiers de famille, de l'agriculture de proximité, ceux qui connaissent les circuits courts, l'abonnement au panier biologique, ça s'est rempli. J'ai parlé à plusieurs collègues agriculteurs, c'est magnifique ce qui s'est passé au travers de ça. Il y a vraiment une valorisation de l'agriculture de proximité, ce qui est vraiment une très belle nouvelle. Et à ce sujet, je voulais vous poser 3 questions que les systèmes alimentaires durables soulèvent quand on regarde l'agriculture. Alors, avant de vous parler un petit peu de la situation principalement de Sherbrooke et des alentours, je vous pose ces trois questions-là. Vous pouvez les noter si vous voulez. J'aimerais ça que vous m'aidiez, en fait, à y répondre au travers de ma petite conférence. Alors, la première question, c'est quelle fonction l'alimentation joue-t-elle pour nos territoires? On pourrait dire, moi souvent quand j'ai alimentation, pour moi c'est un peu un synonyme d'agriculture. Alors, quelle fonction l'alimentation ou l'agriculture joue-t-elle pour nos territoires? Deuxièmement, comment les acteurs du système alimentaire, j'en ai nommé quelques-uns en parlant de production, distribution, consommation, gestion des déchets, comment les acteurs du système alimentaire interagissent-ils ensemble? Et dernièrement, comment nos pratiques et nos politiques influencent-elles le devenir du système alimentaire et par le fait même la santé des populations et les écosystèmes? Alors, on voit, pour moi, là, j'associe beaucoup le politique, évidemment, son rôle à jouer auprès de la santé de ces populations et de la préservation, évidemment, des écosystèmes. Alors, ces 3 questions-là, pour moi, c'est les questions de base d'un système alimentaire durable qui est, selon moi, une solution vraiment avec des grandes possibilités pour l'avenir. Et l'agriculture de proximité, telle que je l'ai connue, permet facilement de créer ce genre de système-là, c'est-à-dire des pratiques agricoles plus écologiques, avec l'agriculture biologique, évidemment, les distributions en circuit court, la mise en marché. Vous voyez, moi, quand j'avais ma ferme, on alimentait 200 familles, on produisait nos légumes à Cookshire, on les livrait à Sherbrooke dans 3 points de livraison. Donc, il y avait beaucoup moins, ne serait-ce, c'est l'avantage des circuits courts, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens qui se déplacent. Chacun ne prend pas sa voiture individuelle pour aller à l'épicerie, mais bien, on crée un point de livraison central auprès de nos abonnés. Chaque semaine, la chance que j'avais de rencontrer mes abonnés, ça crée aussi des liens. Ce qui m'amène à rajouter un point que je n'ai pas nommé dans le système alimentaire durable, je rajouterais le point de vue sensibilisation et éducation. Et ça m'est venu, j'ai eu envie de l'ajouter parce que j'ai discuté avec certaines personnes, leur demandant, vous, qu'est-ce que vous aimez dans l'agriculture? C'est quoi votre lien avec votre fermier de famille? Ça ressemble à qu'est-ce qui vous attire dans ça? Bien, une des premières choses qui vient, évidemment, c'est le lien. Et je pense, vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé de transformation. Je pense qu'une transformation est possible dans ce grand système
en créant du lien, en créant du sens. Et j'ai la prétention de dire que oui, quand je rencontrais les abonnés à chaque semaine, qu'on prenait le temps de parler, ne serait-ce de leurs enfants, de leur jardin. Il y avait des questions, évidemment, les gens jardinent de plus en plus, on a des questions. Quand on partage notre expertise, quand on prend le temps d'expliquer, ah ben là, c'est ça qui est disponible en ce moment, quand les gens comprennent c'est quoi la situation, c'est quoi le travail d'être agriculteur, on crée des liens, on crée du sens, on crée de la compréhension. Et par la suite, quand on aborde des sujets tels, je ne sais pas moi, la saisonnalité, c'est-à-dire si, par exemple, dans les supermarchés, on favorisait les produits locaux, les produits de saison, bien, ça paraîtrait moins comme une contrainte pour les personnes. Ça ne serait pas oh là, on ne peut plus manger de tel produit, ou comment ça que ça, c'est pas disponible, ou il y aurait une compréhension, il y aurait un sens qui est derrière ça, il y aurait même un choix qui est derrière ça. D'où l'importance énorme de sensibiliser, d'éduquer, d'en parler. Et je crois que lorsqu'on est en contact avec la personne qui produit nos aliments, on a beaucoup plus accès à cette réalité-là que si on est en stylo, je vais à l'épicerie et je n'ai pas de lien avec la personne qui a produit mes aliments. Alors, voilà, c'est pas mal ce que je voulais dire par rapport au système alimentaire durable et au lien avec l'agriculture de proximité. Je trouve ça difficile, on dirait que j'ai comme plein de questions à vous poser, mais ça sera par après. Alors, si vous en avez, tant mieux, je serais bien heureuse d'y répondre. Je vais embarquer un peu sur le portrait de Sherbrooke. Écoutez, c'est assez similaire, hein, la situation de l'agriculture au Québec. Se ressemble quand même d'une région à l'autre. Évidemment, il y a des particularités. Sinon, je peux vous dire qu'au Québec, c'est intéressant. Québec, Sherbrooke, je me suis basée sur le PDZA, qui est le plan de développement de la zone agricole de la ville de Sherbrooke. Donc, ça inclut les 9 MRC autour, donc la ville de Sherbrooke là, dans son ensemble. Sur tout ce territoire-là, il y a 37% du territoire qui est en zone agricole. Il y a la zone urbaine, il y a la zone rurale et il y a la zone agricole. Et là, quand je parle de zone agricole, c'est vraiment intéressant parce qu'évidemment, peut-être certains d'entre vous avaient entendu parler de la loi sur la protection du territoire agricole du Québec ou de la CPTAQ, qui est la commission, en fait, qui applique cette loi-là. Selon votre vécu, il y en a qui ont peut-être des bonnes, des moins bonnes situations avec cette loi, cette commission-là. En fait, de mon point de vue, elle est essentielle, cette loi-là, parce que justement, elle protège notre zone agricole, elle protège notre garde-manger. Quand on parle de souveraineté alimentaire, de sécurité, hein, je le nommais tantôt, les gens, dans cette crise-là, ont eu besoin de se sécuriser, d'aller chercher, de s'assurer d'avoir accès à des produits. Dans ce temps-là, quand on a besoin de se sécuriser, évidemment, on va chercher qu'est-ce qui est près de nous. Et tant mieux, en fait, je crois que c'est vraiment une très bonne réaction. Alors, cette zone-là, nous, on est chanceux dans notre région, elle représente 37% du territoire, c'est très intéressant. La zone agricole, en plus, c'est une zone agricole qui a un climat très favorable à l'agriculture, aux produits maraîchers, aux produits forestiers. Les sols sont classés là, de 1 à 6 selon leur qualité. Et ici, dans la région, si je me rappelle bien, on avait les classes 3 et 4 qui représentent 80% de la superficie de la zone agricole. Et c'est vraiment favorable, c'est des sols très favorables. Et on a aussi de la classe 5 qui sont considérés comme convenables. Alors, on a des bons sols dans la région. Également, au niveau des pentes, il y a toujours un pourcentage de pentes qu'il faut évaluer, à savoir si c'est une bonne place pour cultiver. Et la majorité des pentes sont favorables à l'agriculture aussi dans la région. Le climat au niveau de la saison sans gel, c'est très, très favorable aussi. On parle de 110 à 120 jours sans gel. Et aussi, on parle de 200 à 206 jours où la moyenne de la température est de 5 degrés. Alors, tout ça pour vous dire que le PDZA renferme énormément d'informations. J'ai essayé de vous en sortir quelques-unes. Ça pourrait être très laborieux si je vous en sortirais plus. Mais je voulais juste vous tracer un portrait comme quoi on a vraiment une grande richesse près de Sherbrooke, une grande richesse à protéger. Et dans les grands défis qu'on a à relever, entre autres,
je voulais juste ajouter aussi, la valeur des terres autour de Sherbrooke est un petit peu plus élevée qu'ailleurs en Estrie, mais en comparaison avec le restant du Québec, c'est intéressant, c'est dans les 5 000 $ l'hectare, c'est très intéressant. Et évidemment, dernière chose que je trouvais intéressante à vous dire, c'était que l'occupation de la majorité des champs, de 64 % des champs qui sont cultivés dans la région, c'est des plantes fourragères. Pour vous donner un petit aperçu, on a du bovin, du lait, les cultures légumières, c'est vraiment très marginal, une petite quantité. Même chose pour les cultures biologiques. C'est vraiment dans la marge, c'est pas la dominante dans la région. Alors, il y aurait grandement place à ça. Ce qui m'amène à vous parler des enjeux, en fait, principalement au niveau de l'agriculture. Un des enjeux majeurs qu'on relève, c'est la relève agricole. Alors, comme partout au Québec, la relève agricole est confrontée à un grand enjeu qui est l'accès à la terre, la précarité de l'emploi et du revenu qui est relié à cultiver la terre. Vous le savez, être entrepreneur, c'est déjà un gros défi. Les premières années, on s'installe, on investit beaucoup. Et en plus, quand on est agriculteur, on doit jouer, on doit travailler avec la nature qui a ses aléas. Je peux vous dire que nous, quand on a eu la Joie le Vert, notre deuxième année d'existence, on livrait 75 paniers et on a eu une attaque de grêle avec des vents de 100 km/h et ça a vraiment ravagé notre champ. Alors, c'est des situations qui peuvent être très stressantes quand on démarre une entreprise et c'est évidemment quand on est en démarrage, on n'a pas les coffres pleins pour réagir à des situations telles. On n'a pas eu la chance ni le temps de mettre de côté l'assurance nécessaire. Il y a des assurances récoltes qui existent. Nous, personnellement, on avait une superficie trop petite pour y avoir accès. Mais soyez sans crainte, nous avons survécu à cette tempête grâce à la solidarité des fermiers-fermières biologiques du Québec qui nous ont vraiment énormément aidés. On a aussi fait une campagne de sociofinancement qui nous a permis de se relever les manches et de traverser cette épreuve, ce qui nous a permis de livrer nos paniers de légumes toute la saison quand même. Qui m'amène à vous rappeler que je vous ai parlé du lien en début de conférence, à quel point le lien est important, qu'on crée autant avec nos abonnés, avec les gens autour de nous dans la collectivité. J'en reviens à l'agriculture de proximité, les liens, les relations, ça crée du sens. Souvent, on pense que c'est la technologie qui va amener les solutions pour l'agriculture du futur. Eh bien, moi, je pense vraiment que c'est les gens qui vont amener l'agriculture du futur. Alors, cette relève qui a besoin d'avoir accès aux terres, bien, la grande problématique, évidemment, vous savez, il y a beaucoup de spéculation sur les terres. C'est dommage, hein, parce qu'en fait, la terre, on en a de besoin. C'est un bien, selon moi, commun qui permet, évidemment, à s'alimenter. Et donc l'accès à la terre reste un grand enjeu. Je vous donne une petite idée. L'âge moyen des agriculteurs dans la région est de 48 ans. Il y a environ 3 % des entreprises en Estrie qui disent avoir accès à de la relève, ce qui est très, très peu. Donc, ce qui fait que souvent, à chaque année, on perd des fermes. Il y a des fermes qui doivent évidemment arrêter de fonctionner parce que les propriétaires sont trop âgés, ils n'arrivent pas à transférer la ferme. La majorité des transferts, s'ils ont lieu, c'est dans la famille. Alors, il y a beaucoup de fermes qui disparaissent, mais la bonne nouvelle, c'est aussi qu'il y a beaucoup de nouvelles fermes qui apparaissent. C'est intéressant parce que la nouvelle agriculture, qui est l'agriculture de proximité, une agriculture bio-intensive sur plus petite surface, amène plusieurs points positifs, dont le fait qu'on n'a pas besoin d'une énorme quantité d'hectares. Et je regardais d'ailleurs dans les solutions que le PDZA soulevait pour aider la relève, il y avait l'utilisation des friches. Et simplement la façon que les friches ont été répertoriées, il y avait le potentiel agricole, la grandeur de la friche, qui était un espace... on décrit une friche qui est un espace entre le pâturage, si vous voulez, et la forêt. On n'est pas encore rendu au stade de la forêt. C'est un lieu qui est abandonné, donc à ne pas mélanger avec une terre qui est en jachère. Donc, les friches, il y en a beaucoup qui étaient disponibles sur le territoire. Plusieurs hectares. Je pourrais vous trouver ça dans un instant. On avait ça ici. Je vais vous le dire dans un instant quand je vais le retrouver, ma quantité d'hectares. C'était 140 hectares qu'on avait de disponibles.
ce qui est intéressant, ça je voulais dire, dans la façon que les friches ont été répertoriées, c'est qu'il y avait une superficie minimale. Et si c'était plus petit que cette superficie-là, ce n'était pas comptabilisé. Mais ce qui est intéressant avec l'agriculture sur petite surface, c'est qu'en bas d'1 hectare, on peut comptabiliser 1 hectare. Moi, personnellement, quand j'avais la Joie le Vert, on nourrissait 200 familles avec moins d'1 hectare en culture. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant, cette nouvelle forme d'agriculture-là, pour permettre une valorisation des terres, je dirais même une dynamisation du territoire agricole, qui peut permettre donc un meilleur accès pour la relève agricole. Evelyne, si tu peux me dire combien de temps il me reste? J'avoue que je n'ai pas regardé mon petit chronomètre en commençant à parler. J'essaie de voir là, combien de temps. Peut-être qu'il te resterait comme 2 minutes, je te dirais. Super! Donc, dans ces 2 dernières minutes-là, ce que je vous dirais, je parlais de la relève agricole. Ce que je dirais, c'est, j'ai comme envie d'y aller avec ça ici. En fait, je finirais donc par un point plus politique, passer à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, autant au niveau des consommateurs que nous sommes tous, je pense que si de plus en plus on demande un étiquetage clair des produits locaux, souvent quand on arrive dans les épiceries, c'est les produits qui sont à rabais, qui sont vraiment valorisés. Et si c'était les produits de saison, et si c'était les produits québécois, de plus en plus, là, on le voit, il y a des coins produits du Québec, on est dans les cantons de l'Est aussi, la valorisation de plusieurs produits, mais je pense qu'en tant que consommateur, on devrait encore le demander, l'exiger de plus en plus. On devrait aussi toujours essayer de s'informer, de discuter autour de nous, d'en parler quand on est abonné à des paniers, de parler des fermiers de famille, de l'agriculture de proximité, aller dans les marchés. Il y a le marché de la gare, il y a le marché à Lennoxville, il y a le marché de Saint-Élie. Il y a plein de façons d'encourager cette agriculture-là. Et au point de vue des politiques, bien là, il y en a plusieurs que je pourrais vous nommer, mais j'ai presque envie de vous laisser y penser, puis on pourra en reparler plus tard si ça vous intéresse. Mais sinon, ne serait-ce que de sensibiliser et d'éduquer de plus en plus dans les écoles. C'est mon petit côté Crocarium. Hein. Vous savez, je travaille pour Crocarium, qui est un organisme qui vise le développement des enfants par le jardinage éducatif et l'éducation sensorielle au goût. Alors, si on peut encore plus éduquer, rapprocher nos enfants de l'agriculture, jardiner avec eux, plus on est près de notre alimentation, plus ça crée du sens et plus ça nous amène à avoir des changements durables dans nos habitudes de vie qui, comme je le disais, ne sont pas des impositions, mais bien des choix qu'on fait pour nous, notre famille et notre société. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle suite de conférences. Merci énormément, Stéphanie. C'était vraiment super intéressant. Puis on voit que tu incarnes bien finalement le sujet même de ta conférence.